Merci beaucoup. Je voulais commencer par dire comme j'ai apprécié ta présentation, mais que ça me stresse un peu parce que c'est assez difficile de présenter après Florence Gonod. Donc j'espère que je vais réussir à capter un peu votre attention. Donc en effet, le GPM, c'est le petit dernier des modèles thérapeutiques. Il a à peine 10 ans, donc c'est vraiment une addition très récente à ces différentes thérapies. Et je vais essayer de vous expliquer au fond pourquoi c'est utile d'avoir un nouveau modèle, pourquoi on ne peut pas se contenter de ce qu'on avait déjà et qui fonctionne très bien. Alors, vous avez vu dans le titre que j'ai mis une certaine ambiguïté entre General ou Good Psychiatric Management. C'est qu'au fond, le modèle a commencé comme General Psychiatric Management, puis qu'au fond, en cours de route, il est devenu Good parce que son efficacité a été démontrée, et puis c'était une manière aussi de mettre une petite allusion à Winnicott, qui influence un peu tous ce modèle-là et les modèles psychanalytiques. Alors, le General, le Good Psychiatric Management, qu'on pourrait traduire en français par bonne pratique clinique, pour le trouble de la personnalité borderline, est un modèle de soins spécialisé généraliste pour le trouble de la personnalité borderline, créé par John Gunderson et ses collaborateurs à l'hôpital McLean de Boston. Voilà. Au revoir. Si vous voulez en savoir un peu plus, ça fait quelque temps que je mets ça. Jamais je n'ai entendu John Gunderson parler d'Occam, mais je trouve que c'est quelque chose qui à la fois caractérise assez bien une certaine manière de penser anglo-saxonne, comme ça, que vous retrouvez vraiment dans le GPM. Et l'idée en philosophie, le rasoir, c'est au fond ce qui nous contraint à essayer de garder le raisonnement le plus simple possible. De plusieurs explications, la plus simple est la meilleure, en gros. C'est un peu simplifié quand même. Et je trouve que ça illustre très très bien le GPM, et puis peut-être le côté un peu anglo-saxon, puisqu'il était quand même anglais. Donc je vais vous parler du contexte de l'apparition du GPM, qui explique beaucoup de ses caractéristiques, vous décrire, alors pas aussi précisément que Florence l'a fait, le contenu du GPM, et puis ensuite partager avec vous l'expérience de la manière dont on a implanté le modèle à Genève et des différentes modalités et des différents lieux où on l'a implanté. Donc, je vais vous dire des choses que vous venez déjà d'entendre. Donc, vous n'aurez aucune excuse pour ne pas les savoir à la fin de la journée. Les personnes avec un trouble de la personnalité, qui représentent grosso modo de 1 à 10% de la population générale, et en particulier les gens qui vivent avec un trouble de la personnalité borderline, sont très nombreuses en psychiatrie, mais aussi en prison, comme tu l'as mentionné. Et ils sont en psychiatrie, ils ne sont pas dans les services spécialisés pour le trouble borderline. Ils sont partout. Et John Gunderson avait une phrase que je trouve assez juste, c'est de dire, n'essayez pas de les éviter, ils sont dans votre salle d'attente. Essayez plutôt de répondre de manière adéquate à leurs besoins. Il était un peu plus cru en disant, au fond, vous avez le choix soit d'être terrorisé par ces patients et de rester incompétent, soit à apprendre à vous en occuper correctement et à tirer beaucoup de satisfaction dans ces soins. Une autre chose, c'est que les soins non informés, c'est-à-dire les soins faits aux patients borderline qui n'intègrent pas les besoins spécifiques de ces patients-là, sont au mieux inefficaces. En général, ils sont iatrogènes. C'est-à-dire, je crois qu'on a tous vu des patients où on se met à se dire il irait mieux s'il n'avait jamais rencontré un psychiatre. Et c'est vraiment... On n'est pas très fiers de notre corporation quand on se dit ça, mais c'est la réalité. Et l'idée du GPM, c'est de modifier ça.
Et une autre chose qui va dans ce sens-là, c'est que à force de trouver des réponses insatisfaisantes à leurs demandes, ces patients deviennent des espèces de frequent flyers, vous savez, des gens qui ont un abonnement aux soins, et qu'on commence à les... Enfin, on décrit ça souvent comme une caractéristique du trouble ou comme un aspect désagréable de ces patients. Et en fait, c'est plutôt probablement le signe de notre incompétence qui les amène à passer d'un service à l'autre. Vous voyez, je suis encore pire que Florence pour mes jugements. Mais je défends ce point de vue. Hein. C'est des patients qui, finalement, les urgences deviennent leur lieu de soins favori. Or, c'est le plus mauvais lieu pour soigner un trouble borderline. Hein, les gens ont peu de disponibilité, c'est des lieux où on est sous stress constant, où on n'a pas le temps pour s'occuper de ces patients. Donc, c'est vraiment, ça a du sens de penser les soins comme la capacité à répondre à la demande de ces patients-là. OK. Je reprends la question des différentes thérapies. Donc, vous savez qu'il y a plusieurs thérapies depuis les années 90. J'essaye de me forcer à parler français. La première, historiquement, c'est effectivement la DBT de Marshall Linehan, suivie assez rapidement d'un traitement beaucoup plus psychanalytique, qui est celui que je pratique aussi, la TFP, qui est de tous les traitements le plus proche de la psychanalyse et qui est un peu porté par une personnalité aussi charismatique que Marshall Linehan, qui est Otto Kernberg. Et il y a aussi un mouvement psychanalytique des thérapies basées sur la mentalisation plutôt anglais de Londres avec Fonagy et Bateman. Donc ça, ces thérapies, elles sont apparues sur le marché des thérapies dans un temps assez bref. Ce que j'ai envie que on n'aura évidemment pas le temps de décrire en détail ces thérapies, mais ce qui est vraiment important, c'est de comprendre, comme Florence l'a bien montré pour la DBT, c'est le cas pour toutes ces thérapies, elles ont une théorie cohérente de ce que c'est le trouble borderline et un traitement qui en découle. C'est un bundle, si vous voulez. Il y a des points sur lesquels les différentes théories ne sont pas d'accord, mais les traitements sont cohérents avec la théorie. Un des points sur lesquels ces différents traitements diffèrent, c'est au fond comment on explique quelle est notre compréhension du trouble borderline. Tout le monde est d'accord qu'il y a les 4 domaines des émotions, la difficulté à réguler les émotions, des troubles du comportement, des troubles identitaires, cognitifs et des troubles interpersonnels. Ce qui diffère, c'est comment on les articule. Qu'est-ce qu'on voit comme étant le socle du trouble borderline. Dans la DBT, on considère vraiment que le socle, l'origine du trouble borderline, c'est la dysrégulation émotionnelle. Otto Kernberg vous dira non, la dysrégulation émotionnelle, c'est la conséquence d'une identité mal intégrée. Ce à quoi Linehan répondra non, l'identité mal intégrée, si on n'arrive pas à réguler ses émotions, on n'arrive pas à construire une identité intégrée. Donc on peut faire 150 colloques pour discuter de qui a raison, on ne saura probablement jamais. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment de comprendre cette cohérence qui nous amène à être d'accord sur certains points et pas d'accord sur d'autres. Et vous verrez comment aujourd'hui on voit ça plutôt comme une richesse que comme un handicap ou comme une concurrence. J'ai pas parlé de la thérapie basée sur la mentalisation, qui est aussi d'obédience analytique, mais pas vraiment sur les mêmes parties, qui est beaucoup basée sur les théories de l'attachement et évidemment les concepts de mentalisation. Donc ces traitements-là, ils apparaissent entre les années 90 et 2000, en gros. Donc, depuis cette époque, ces traitements ont fait leurs preuves, c'est-à-dire qu'ils sont soumis à la recherche scientifique et démontré leur efficacité. C'est-à-dire qu'ils sont plus efficaces que les thérapies qui ne prennent pas en compte le trouble borderline, si vous voulez, les thérapies non spécifiques, okay, ou non spécialisées. Le problème, c'est que vous l'avez vu avec la présentation de la DBT, et c'est pareil pour les autres modalités thérapeutiques, c'est quand même des modèles complexes
il faut être sacrément motivé pour s'engager dans l'apprentissage et la supervision et au fond pour devenir thérapeute dans ces modèles-là. Donc la réalité, c'est qu'il y a très peu de thérapeutes. Là, je vous ai pris les chiffres pour la Suisse. Il y a un thérapeute sur 750 qui est formé à un de ces modèles en Suisse, pour un trouble qui touche 20% minimum de la population psychiatrique. Donc on est bien en dessous de ce qu'il faudrait. Donc plus que les batailles théoriques pour savoir qui a raison entre Marshall Linehan et Otto Kernberg, c'est utile de dire, au fond, comment on va mettre à disposition de ces patients des thérapeutes adéquats. Et la logique du GPM, c'est se dire on va jamais arriver à former assez de thérapeutes dans la DBT, dans le TFP, dans le MBT. On n'aura toujours pas assez de place de traitement pour les patients qui en ont besoin. Donc, à partir il y a depuis une dizaine d'années à peu près, on se dit finalement, ces traitements ont démontré que le trouble est traitable, alors qu'auparavant, avant les années 90, le trouble était identifié comme étant chronique et intraitable. C'est des patients qu'on pouvait aider à supporter des crises, mais qu'on ne pouvait pas véritablement soigner. Donc ils ont montré ça, mais au fond, c'est une efficacité qui ne s'est pas traduite en termes de santé publique. OK ? Donc, comme vous avez remarqué que je dis beaucoup de choses un peu à côté de la plaque des fois, l'idée c'est qu'on est passé d'une espèce de quête du Graal à qui a le meilleur traitement. Et pour des raisons que Florence a mentionnées aussi, la nécessité de faire la recherche, un pas important dans l'histoire du trouble borderline, c'est quand on a identifié des critères spécifiques. C'est par ailleurs John Gunderson qui a construit ces critères, donc il est vraiment une des personnes majeures dans l'histoire de la compréhension du trouble borderline. À partir du moment où on avait des critères diagnostiques, on a pu créer des cohortes et faire de la recherche. Et c'est là aussi où l'intérêt des traitements manualisés est important, puisque pour faire de la recherche, il faut manualiser un traitement. On doit pouvoir démontrer que c'est bien ça qu'on mesure et pas quelqu'un qui prétend qu'il fait ce traitement. Donc on doit avoir des critères d'adhérence, etc. Ce climat a fait qu'on est passé d'une recherche du Graal à un peu un climat assez concurrentiel. Et les collègues à l'époque dans les congrès disaient c'était à Genève, on a un salon de l'auto qui est très important. Alors il y a Porsche qui vient avec un V12 à 37 soupapes et puis Audi qui est... C'était un peu comme ça, les différentes thérapies, essayer de se vendre un peu comme étant la meilleure. Et c'était une période, mais cette période, je crois qu'elle est terminée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après ces années-là, au début de notre siècle? C'est que des traitements qu'on pourrait appeler généralistes ont commencé à démontrer leur efficacité. Alors là, c'est un petit peu subtil. Il y a ce qu'on appelle « treatment as usual » dans les études. C'est un peu le placebo, si vous voulez. C'est le traitement standard. Seulement, c'est loin d'être un traitement standard. C'est un traitement qui est fait par les mêmes thérapeutes qui font le traitement super sophistiqué dans l'autre branche du traitement ou qui travaillent au même endroit. Donc, c'est des traitements faits par des gens très spécialisés. Ce n'est pas le traitement que reçoit de bonhomme qui en province, demande de l'aide parce qu'il s'est fait abandonner. Okay? Donc, on a réalisé par ailleurs que la différence d'efficacité entre le treatment as usual et les modèles bien établis diminuait avec le temps. C'est-à-dire qu'il se constituait dans les endroits spécialisés une espèce de savoir de base qui, au fond, était transmodèle, si vous voulez. C'est comment les gens qui savent bien s'y prendre avec des patients borderline font leur travail. Au fond, quand ils font une branche dans l'autre traitement que celui qui est étudié, ils s'efforcent d'enlever les caractéristiques du traitement qu'on étudie pour faire un traitement généraliste. Okay? Mais ce n'est pas un vrai traitement comme d'habitude. Ce n'est pas le traitement standard que reçoivent les patients borderline quand ils demandent de l'aide.
Donc, il y en a plusieurs qui ont démontré leur efficacité dans ce sens-là. Un qui nous touche dans le GPM, puisqu'au fond, c'est Shirley McMahon qui a voulu démontrer, au fond, l'efficacité de la DBT et qui a voulu la comparer au traitement standard, c'est-à-dire celui qui suit les guidelines de la Société américaine de psychiatrie. OK? Et en fait, pour aboutir, vous avez vu qu'il y a des différences quand même. Hein. Par exemple, la DBT est plus efficace sur les comportements autodommageables, ce qui est assez logique puisque c'est la cible du traitement. OK? Mais que dans les grandes lignes, les résultats sont comparables. C'est la même chose qui a été démontrée pour les gens qui font de la DBT en Angleterre, qui ont voulu faire une étude sur la DBT et qui ont inventé un traitement structuré pour servir de comparaison, mais qui est évidemment infiltré de toute la connaissance de ces spécialistes et qui s'est montré aussi d'une efficacité superposable. Et puis un autre traitement en Australie, GCC, c'est General Clinical, quelque chose qui commence par C, et qui a été testé versus la thérapie cognitive analytique, qui est déjà un traitement un peu simplifié comme ça. Donc on s'est retrouvé avec la connaissance qu'en fait, ces thérapies ont démontré l'efficacité de traitements spécifiques, mais qu'on n'est pas certain que l'efficacité soit liée à ce que les modèles mettent en avant comme étant de plus spécifique. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Donc on est passé de l'idée où on se polarisait entièrement sur les points sur lesquels on n'est pas d'accord et en gros nos désaccords, à se dire mais qu'est-ce que tous ces gens font de la même manière? Qu'est-ce qui est commun à tous ces modèles? C'est pas une histoire aussi jolie que ce que je raconte évidemment, hein, mais il y a quand même ces mouvements-là qu'on peut identifier. C'est pas aussi linéaire que ça. Mais ce qu'on peut constater, il y a plusieurs articles de gens qui ont essayé de dire finalement les gens qui arrivent à bien se débrouiller dans le traitement des patients borderline, qu'est-ce qu'ils font? Et qu'est-ce qu'ils font tous pareil? Et vous verrez qu'on retrouve là des choses qui vous ont déjà été décrites pour la DBT. Tous les traitements sont sous-tendus par une théorie du trouble borderline et une structure du traitement qui est explicite, qui est claire et qui découle de la théorie. Et cette théorie, elle est expliquée aux patients. Ce n'est pas une connaissance secrète des thérapeutes qui gardent dans leur coin pour se sentir mieux que les patients. Je sais pas quoi. C'est des choses qui sont expliquées, discutées, annoncées aux patients. Pas seulement le diagnostic, mais la compréhension qu'on a du trouble. Ce qui est aussi expliqué clairement aux patients, c'est ce que le traitement fait et ce qu'il ne fait pas. Quelles sont les limites du traitement, ce que le patient peut attendre de son thérapeute et ce qu'il ne peut pas attendre. Par exemple, les gens qui font de la DBT, dans certains centres, ont une ligne téléphonique disponible 24 heures sur 24. Ils l'annoncent seulement s'ils sont enclins à le faire. Ils ne vont pas l'annoncer s'ils ne le font pas. OK? Ils n'ont pas intérêt. Tous les traitements demandent une participation active du patient. Vous avez vu, hein, une partie importante, et ça c'est valable dans toutes les thérapies, c'est vraiment l'engagement dans le traitement. On sait que les traitements ne fonctionnent pas, au fond, si le patient n'est pas engagé et si c'est le thérapeute qui se met à être actif. Et que toutes les thérapies ils ne font pas tous de la même manière, mais tous ils ont des techniques pour engager le patient, pour engager sa responsabilité. Ils le font, on peut dire, le thérapeute activement pousse le patient à s'engager. Ce n'est pas juste qu'on attend qu'il s'engage. Dans tous les traitements, il y a un interlocuteur principal. Le patient sait à qui il faut s'adresser. Et c'est ce patient qui est au centre, cet interlocuteur qui est au centre du traitement. Dans certains modèles, ça doit être un psychothérapeute. Par exemple, dans le TFP, ça sera un psychothérapeute. Dans le GPM, dans le DBT, ça peut être d'autres corporations. Cette personne-là, elle a des caractéristiques dans la relation. C'est qu'elle a une attitude globale de soutien. Donc, de soutien, c'est beaucoup plus dans le sens de la validation, comme Linéane le décrit. Ce n'est pas qu'on est d'accord avec le patient ou qu'on le plaint ou qu'on fait des choses sympas pour lui.
C'est vraiment cette attitude de explorer et de reconnaître ce qui se passe dans la vie psychique du patient. L'interlocuteur principal, il est actif, mais ça ne veut pas dire qu'il agit. Il est actif parce que sa pensée est toujours en mouvement, parce qu'il essaie de comprendre ce qui se passe, parce qu'il essaie de comprendre quel est l'impact de ce qui se discute sur la vie réelle du patient. OK? Donc, être actif, ce n'est pas s'agiter, ce n'est pas faire des choses pour du patient, c'est une disposition. On est psychiquement actif, si vous voulez. De manière générale, et dans tous les traitements, on s'intéresse beaucoup plus à ce qui se passe maintenant et souvent à ce qui se passe ici et maintenant, plutôt qu'à faire des élaborations historiques, si vous voulez. Et ça répond aussi à des questions autour du trauma. Hein. Parfois, les patients mettent... Alors, ce n'est pas qu'ils ne sont pas traumatisés ou qu'on nie le trauma, mais ils mettent le trauma comme une espèce d'écran pour qu'on ne s'occupe pas des difficultés réelles. Hein. C'est-à-dire, OK, il y a eu un viol, c'est une chose terrible, mais votre difficulté, c'est que vous faites un fixe chaque fois que vous sortez d'une séance. Ça, c'est une difficulté d'aujourd'hui. Et il faut qu'on aborde ça. Oui, un fixe, c'est consommer de la drogue. Enfin, ça peut être n'importe quoi, ou vous coupez les veines dans les toilettes de la consultation, ou je ne sais pas quoi. Cet interlocuteur, même dans les modèles où ça apparaît pas forcément explicitement, mais cet interlocuteur, il est toujours sensible à ce qui se passe relationnellement. Alors c'est clair que dans la DBT, ce n'est pas beaucoup dans la théorie, mais c'est ce que font les gens qui pratiquent la DBT, comme tu l'as bien mentionné. Ce que dans les orientations psychanalytiques, on appelle le transfert et le contre-transfert, mais vous pouvez appeler ça autre chose si vous n'aimez pas ce mot-là. Et une autre caractéristique, c'est que l'interlocuteur principal a la capacité de parler de ce qui se passe de la relation avec le patient avec quelqu'un d'autre. Vous l'avez vu en DBT, mais c'est pareil dans les autres modèles. Par exemple, dans notre TFP, on fait des supervisions avec des vidéos des séances. Donc, il n'y a pas grand-chose qui échappe à la supervision. On ne vient pas avec des notes. Que quand vous avez déconné, le superviseur, il le voit. Mais il y a cette disponibilité à d'abord accepter qu'on ne va pas forcément présenter. Quand on a de l'expérience en supervision, on présente les mauvaises séances, on ne présente pas les bonnes. Les bonnes, on les présente pour faire plaisir au superviseur ou pour se narcissiser. Les mauvaises, on les présente pour s'améliorer. Okay? Donc, il y a cette capacité-là à profiter de l'aide des autres et de pouvoir présenter son travail aux autres. C'est extrêmement important dans les situations d'urgence, par exemple. Le stress d'avoir peur qu'un patient mette fin à ses jours nous fait devenir de très mauvais thérapeutes. Donc, on doit pouvoir élaborer ce stress et être contenu par nos collègues. Un autre point, c'est que tous les traitements visent à aider les patients à construire des liens. Alors, on va tous le nommer différemment, mais on fait tout ça, à construire des liens entre les réactions affectives et les symptômes du patient et ce qui s'est passé avant, dans quel état il était, et à élaborer des liens parce que les patients qui ont un trouble borderline ne font pas ça spontanément. Okay? Donc, on n'est pas à attendre que les liens viennent. On peut attendre des années et rien ne se passera. Tous les traitements ont une attitude explicite à l'égard des risques suicidaires et des conduites explicites à l'égard des risques suicidaires. Et je dirais aussi un discours assez explicite sur la responsabilité. J'avais une patiente qui avait mis dans son sac une petite carte après qu'on ait eu à gérer une crise suicidaire ensemble. Elle disait, je pense que les soins dont je bénéficie sont optimaux. Et si par malheur je mets fin à ma vie, il ne faudra pas penser que les thérapeutes n'ont pas fait au mieux. Et c'est par ailleurs une patiente qui quand elle m'a dit qu'elle voulait se suicider, je lui ai dit, si vous vous suicidez, vous ne pourrez pas venir à la prochaine séance. Donc on a aussi un peu je résume 45 minutes évidemment, mais on peut avoir ce ton assez irrévérencieux, mais en même temps, c'est la réalité. C'est-à-dire que c'était tout à coup lui dire, on parle de ça. C'est pas juste, on va vous sauver une fois de plus, vous êtes vraiment à risque.
On a aussi une collaboration explicite à l'égard des autres intervenants. Ce que ça veut dire, c'est que la plupart des patients qui ont un trouble borderline dont on s'occupe, ils ont autre chose. Ils sont suivis pour autre chose, que ce soit psychiatrique, somatique même, hein. Donc, on n'est pas dans une tour d'ivoire, dans un système clos où on est à l'écart du reste du monde des soins. On collabore activement, on contacte les gens, on fait des réseaux si c'est nécessaire, mais on n'est pas dans une attitude d'attente, hein, là. OK. Donc, si on met tout ça ensemble, ce que j'ai écrit, c'est le constat de la validité de plusieurs modèles généralistes, la mise en place de recommandations par des experts. Ce qu'on peut dire aussi des traitements généralistes, c'est les guidelines, et il y en a dans les années 2010 à 2020, il y a plein de pays qui ont publié des guidelines. Donc, c'est des avis d'experts pour aider les non-experts, si vous voulez. Et combiné au fait que on a des très belles thérapies, mais elles ne sont pas satisfaisantes en termes de santé publique, nous amène à penser qu'il faut développer des modèles plus simples, plus faciles à diffuser, plus faciles à apprendre, et qui pourront permettre à des thérapeutes qui ne se spécialisent pas uniquement dans le trouble borderline. Florence et moi, on passe notre vie à s'occuper de patients borderline, on est passionnés, mais on ne va pas penser que tout le monde va faire ce genre de trajectoire et que les endroits spécialisés jamais ne suffiront pour offrir les bons soins à ces patients. Je ne sais pas s'il y a des médecins, mais si on compare un peu, c'est comme quand on dit au borderline, vous devez aller dans un centre spécialisé, c'est un peu comme si, comme ma grand-mère, elle téléphone à un médecin généraliste, puis dit j'ai une insuffisance rénale, mais j'ai besoin d'un généraliste, puis lui dit mais allez dans un centre de dialyse. Non, la plupart des gens qui ont une insuffisance rénale, ils sont suivis par des généralistes et ils sont très bien suivis par des généralistes. Quand ça ne va plus, ils envoient chez des néphrologues. Quand le néphrologue n'y arrive plus, il envoie dans un centre de dialyse. Okay? Mais vous ne pouvez pas imaginer qu'on enverrait en centre de dialyse ou chez des spécialistes néphrologues tous les gens qui souffrent d'une insuffisance rénale. Pourtant, c'est ce qu'on fait avec le trouble borderline. C'est une pathologie ultra courante. Et on se dit, je ne m'en occupe pas parce que je n'ai pas une formation en DBT, en TFP ou que sais-je. Donc le GPM sert à ça, hein, sert à dire, OK, comment des gens qui ne sont pas des fanats du trouble borderline, mais comme tous les psychiatres ont un ou deux patients psychotiques ou schizophrènes dans leur cohorte, qu'ils ont gardé des institutions dans lesquelles ils ont fait leur formation et qui s'en occupent bien, mais ils ne deviennent pas pour autant des super spécialistes de la schizophrénie. Okay? Si tous les généralistes avaient un ou deux patients borderline dont ils s'occupaient correctement dans leur cohorte, en termes de santé publique, on passerait de la nuit au jour. Hein? C'est assez provoque comme je dis ça, hein, mais j'aime bien. Puis voilà, il faut que je m'active pour parler après Florence. Donc, on va rajouter un traitement qui n'a pas 30 ans, qui a à peine 10 ans, mais qui en même temps est enraciné dans l'histoire du trouble borderline, parce que son créateur, c'est une des personnes qui compte le plus dans la conception moderne du trouble borderline et qui a fait les critères du DSM. Et c'est de ce modèle dont j'espère avoir un peu de temps pour vous parler. Il y a des caractéristiques qui visent à ce que le GPM soit plus accessible que les autres modèles. Et une partie très importante, c'est que c'est formulé sous forme de 6 principes de base. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. 6 principes de base, c'est quelque chose qu'on peut diffuser. Okay? Mais ça, vous verrez plus tard que ça a d'autres avantages. Ça veut dire aussi que c'est assez peu prescriptif. Dans le GPM, souvent, dans les questions qu'il y a après une formation, les gens disent « Oui, mais on fait quoi ?» On a dit « Vous faites ce que vous savez faire. Vous rajoutez juste une petite part GPM. Okay? » Donc nous, dans le GPM, on ne va pas vous dire « Vous n'avez rien compris, vous êtes complètement à côté dans vos traitements, faites ça. » On va vous dire « Continuez à faire ce que vous savez faire bien. » Rajoutez juste une petite couche spécifique pour les patients avec un trouble borderline. Okay?
Et l'idée, c'est que cette spécificité, elle n'est pas tellement grande et qu'elle peut s'enseigner relativement facilement. Donc, contrairement aux autres modèles où on repart un peu à zéro, on va s'appuyer beaucoup sur vos compétences, sur les compétences cliniques que vous avez déjà. Mais il y a des choses prescriptives quand même, sans lesquelles on ne peut pas dire qu'on fait du GPM. C'est que tout traitement commence, un, par un diagnostic, ça semble évident, deux, par le partage, l'annonce et des explications au sujet du diagnostic avec le patient. Vous avez vu que tout le monde est d'accord là-dessus. Mais qui le fait? Dans l'institution où vous êtes, est-ce que ça se passe? Est-ce que ça se passe à l'hôpital quand le patient arrive en crise? Généralement pas, sauf à Fribourg maintenant. Mais est-ce que ça se passe aux urgences quand toute l'équipe infirmière rigole et dit ah, encore une tentative de suicide d'une borderline, c'est qu'une borderline. Mais est-ce qu'on va lui le dire? Je vous laisse répondre pour là où vous êtes, mais il y a des gens, il y a un chapitre du GPM sur comment on parle du trouble borderline dans les urgences. Donc le psychiatre qui arrive 2 heures après l'admission de la patiente et qui lui dit ça serait peut-être bien que vous compreniez un peu mieux ce qui vous met en crise et ça serait très utile qu'on vous adresse à un endroit où on pourrait poser ce diagnostic. Et ça, c'est très soulageant pour les gens. Parce que n'oubliez pas que quelqu'un qui se fait hospitaliser 12 fois aux urgences parce qu'il s'est fait du mal, quand on lui dit, ben, un, il y a une explication, deux, il y a de l'aide qui existe, je ne vois pas où est la stigmatisation. La stigmatisation, c'est d'en parler dans le bureau, mais de ne pas en parler avec le patient. OK? Si quelqu'un n'est pas d'accord, vous avez le droit de vous lever. Une autre caractéristique du GPM, puis c'est là où c'est spécifique, disons, où ça devient un modèle spécifique, c'est que l'hypersensibilité interpersonnelle explique les émotions et les changements de comportement. À l'inverse de Linéane, qui voit dans les difficultés de régulation d'émotions le centre du trouble borderline, le GPM a une vision un peu plus psychanalytique qui serait de dire il n'y a pas d'émotion sans relation. La relation et l'émotion viennent toujours ensemble. Si vous voulez mettre un mot pompeux là-dessus, c'est un peu les théories des relations d'objets. Et que dans le modèle GPM, on considère que ce qui active les symptômes, ce sont des événements interpersonnels. Et l'hypersensibilité interpersonnelle, elle décrit 4 états différents dans lesquels les personnes se sentent différentes, dans lesquels ses émotions sont différentes, dans lesquels la vision qu'elle a d'elle-même est différente, dans lesquels son comportement à l'égard des autres est différent, et par conséquent le comportement des autres à leur égard. Et au fond, c'est une espèce de truc, parce que si vous identifiez une caractéristique d'un de ces états, vous pouvez en inférer tous les autres. Par exemple, ça vous permet, et c'est des choses que vous pouvez expliquer aux proches, quand la personne vous crie dessus, elle n'est pas méchante, elle essaye désespérément d'activer de l'attachement avec vous, mais elle ne sait pas comment faire. Et ça, c'est ce modèle qui nous permet d'inférer ça, parce qu'on sait que c'est quasiment tout le temps comme ça. Okay? Ce qui n'est pas ultra apparent quand on nous crie dessus, de penser qu'au fond, la personne a une avidité relationnelle excessive. Okay? Donc, on ne dit pas, comme dans la DBT, qui dirait la dysrégulation émotionnelle est au centre du trouble, ou comme dans la TFP, où on dirait l'immaturité de la structure de la personnalité ne permet pas de contenir l'émotion, on dit les symptômes sont activés par des enjeux interpersonnels. Donc, vous voyez, si on fait des analyses en chaîne, par exemple, nous, on va chercher que des choses, enfin, les gens qui font du GPM vont chercher les événements interpersonnels. Et c'est troublant de voir à quel point c'est simple, mais cliniquement, ça marche à tous les coups. Et vous pouvez essayer ça aux urgences après une tentative de suicide. Et les patients vous diront non, il ne s'est rien passé. Mais creusez un peu et vous trouvez presque tout le temps. Une autre caractéristique du GPM, c'est que on est très explicite à dire, au fond, on considère que les connaissances qu'on a sur le trouble borderline doivent être communiquées aux patients. Il n'y a pas de savoir secret, il n'y a aucune raison qui ne bénéficie pas des connaissances qui ont été accumulées pendant 30 ans de recherche.
la stigmatisation n'a rien à voir là-dedans. Ce qui est stigmatisant, c'est de véhiculer l'idée que c'est tellement dégueulasse d'être borderline qu'on n'ose pas en parler. Ça, c'est stigmatisant. Quand vous en parlez de manière calme, raisonnée, ça dédramatise beaucoup. Alors, c'est très rare que les patients réagissent mal. Au contraire, ils sont généralement soulagés. Donc ça, c'est une expérience à faire. Et vous êtes beaucoup plus à l'aise. Moi, j'ai vécu la psychiatrie où on ne parlait pas des diagnostics avec les patients. Et puis, quand j'ai quitté un des endroits, une patiente qui avait un diagnostic de schizophrénie dont je n'avais jamais parlé me dit un jour, mais vous savez, docteur Charbon, vous savez de quoi nous, les schizophrènes, on a besoin dans les soins? Et pour moi, ça a été une espèce de révélation, quoi. J'ai considéré que c'était un cadeau de départ qu'elle me faisait, de me dire, mais moi, je suis au courant de mon diagnostic, je suis toute disposée à en parler, je suis même disposée à vous aider, à m'aider, c'est-à-dire à dire de quoi j'ai besoin. Ça a changé. Bon, probablement, les premières petites molécules de GPM se sont glissées dans mon esprit à ce moment-là. C'est une patiente schizophrène, hein, c'était pas une patiente réputée pour n'avoir aucun insight. Bon. Ce qui est caractéristique du GPM, c'est des attentes de changement. Ça, c'est assez américain. Mais on a même un timing dans la tête. On considère que les symptômes s'améliorent dans un traitement. Donc, on pense que si, au bout de 6 mois, il y a toujours des troubles du comportement majeurs, il y a un truc qui cloche dans le traitement. Le traitement ne fonctionne pas comme on l'espère. Et on ne va pas forcément renvoyer le patient, mais on va lui dire, ce n'est pas ça qu'on attend avec le traitement. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme on le voulait. Il faut qu'on l'identifie pour le corriger. Et parfois, on n'arrive pas, et parfois, le traitement s'arrête. Et puis, je crois que vous l'avez compris, c'est un traitement, c'est une intégration. C'est toujours dangereux le mot d'intégration parce que ça fait toujours penser au syncrétisme et au grand mishmash, comme ça, la soupe de concepts. C'est vraiment quelque chose que Gunderson a été en lien personnel avec avec Linehan, avec Kernberg, avec Fonagy. Donc c'est vraiment, il était idéalement placé pour vraiment comprendre ce que chacun apportait de plus précieux, si vous voulez, aux connaissances sur le trouble borderline, et il est arrivé à en faire une intégration et en même temps qui ne vous demande pas de lire toute la littérature pour comprendre de quoi il parle. Donc, c'est peut-être une slide un peu compliquée parce qu'elle sous-entend que vous connaissez ces modèles, hein, mais il y a des emprunts explicites aux différents modèles qui sont clairement dits. Et au fond, quand vous savez d'où ça vient, c'est aussi pour ça que j'ai fait une formation de DBT, c'est pour comprendre ça. Puis la MBT aussi. C'est utile de savoir d'où ça vient, qu'à la base, c'était dans une pensée un petit peu différente, mais que ça a été adapté à la pensée du GPM. Par exemple, une des choses assez intéressantes, c'est que la MBT et la TFP ont deux conceptions de l'agressivité assez différentes et que Gunderson ne choisit pas. Il intègre les deux dans le GPM, mais pas au même moment où on n'en fait pas la même chose. Les gens qui font la TFP s'entraînent pendant des années pour pouvoir parler de manière très frontale de l'agressivité. Des débutants, il ne faut pas leur dire de faire ça parce que ça donne des catastrophes s'ils font ça. Donc, on aura un modèle un peu plus soft qui permet quand même d'aborder, quand c'est nécessaire, l'agressivité, mais pas de manière aussi explicite et directe que dans la TFP, par exemple. En gros, il y a deux manières de concevoir l'agressivité. L'une, c'est l'agressivité, c'est ce qui s'est mobilisé quand j'ai été agressé. C'est une réponse à l'agression externe. Et puis, il y a une vision un peu plus strictement psychanalytique dans la TFP, où on pense que l'être humain, l'expérience humaine comporte de l'agressivité et de la destructivité. Donc, même sans qu'elle soit stimulée par des raisons X, Y, Z, par des expériences de vie, etc., on a tous en nous une part de destructivité. C'est ce qu'on appelle la destructivité pulsionnelle. Et c'est deux conceptions différentes et ça demande un peu des arrangements techniques pour pouvoir intégrer ces deux. Parce que les deux visions sont très riches, mais généralement pas au même moment. Peut-être je m'égare un petit peu. Donc, caractéristiques du GPM, c'est le résumé, l'information et explication au sujet du diagnostic.
point de vue pragmatique, parfois sortir de notre modèle théorique est la chose à faire. On n'est pas obligé de faire exactement ce qui est indiqué. Intégration des différentes orientations, importance de la psychoéducation et puis l'hypersensibilité. La photo montre à quel point Interpersonal Hypersensitivity, c'est IHS. Vous voyez que c'est partout. J'ai parlé des 6 principes. Je ne sais pas combien de temps. Il me reste du temps? Je dis que je serai rapide, mais ce n'est pas le cas. Ouais, ok. Donc, l'idée, c'est vraiment, vous faites du GPM si vous respectez ces principes. Donc, ça sous-entend peut-être qu'il y a des gens qui font du GPM sans le savoir. Mais qu'en réalité, on doit toujours questionner ces principes parce qu'on est d'accord sur le fond. Je n'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit « je ne suis pas d'accord avec le principe numéro 3 ». Mais quand on regarde ce qu'on fait dans notre travail, souvent on dévie. Donc le GPM consiste à toujours s'interroger comment est-ce que je suis en train d'appliquer ces principes. Mais les principes eux-mêmes sont simples. Donc on est actif plutôt que réactif. On est un soutien pour le patient. On est attentif à sa vie réelle. On doit toujours savoir où il en est dans sa vie réelle. Est-ce qu'il a un travail? Est-ce qu'il vit dans un lieu salubre? Est-ce qu'il a des relations qui sont satisfaisantes ou pas? Etc. Un autre point, c'est la relation thérapeutique est à la fois une relation réelle et une relation professionnelle. Ce que ça signifie, c'est que les affects qui sont mobilisés chez le patient et chez le thérapeute sont des vrais affects, ils sont indifférenciables des autres affects. Et en même temps, c'est une relation professionnelle qui est qui est organisée autour d'un but qui est le soin et qui comporte certaines règles sur lesquelles on ne déroge pas. Il y a une attente de changement, c'est-à-dire que le but d'un traitement, c'est de changer sa vie. Si le traitement ne change pas ma vie, je dois me questionner sur est-ce que c'est le bon traitement, est-ce que j'ai vraiment envie de ce traitement. Et parfois, ça peut être effectivement que ce n'est pas le bon traitement et que ça a du sens d'adresser le patient ailleurs, par exemple. Et puis la responsabilité, c'est que globalement, le traitement vise à promouvoir la responsabilité, celle du patient et la mienne. C'est-à-dire ma responsabilité, je l'assume et ça me permet d'attendre que le patient assume ses propres responsabilités. Par exemple, c'est une illusion de laisser croire à un patient qu'on peut lui sauver la vie quand il est suicidaire. Parce qu'on n'est pas capable, parce qu'on n'est pas là. On n'est pas en train de vivre 24 heures sur 24 avec lui. Donc, si on veut gérer un risque suicidaire, on s'attend à ce que le patient porte une partie du risque. Pas tout, on est là pour l'aider, mais on ne prétend pas porter ce qu'on n'est pas capable de porter. OK? Je pensais à une patiente qui me disait qu'elle se faisait une overdose dans la rue et puis en perdant connaissance, comme ça, elle a eu le fantasme de l'ambulance qui arrivait pour lui injecter son Narcan. Puis je sortirais de l'ambulance avec une belle blouse blanche, un stéthoscope et une seringue. Puis j'ai dit, mais ça n'arrive pas. Je travaille déjà assez comme ça à la consultation, je ne passe pas mes soirées dans une ambulance. Et je ne vais pas vous sauver la vie si vous faites une overdose. C'est à vous de protéger votre vie. Parce que quand vous imaginez que je vais venir vous sauver, vous mettez n'importe quoi dans la seringue. Si vous savez que vous êtes responsable, on le sait par ailleurs, les toxicomanes qui ne sont pas traités ont une espérance de vie meilleure que ceux qui ont... c'est comme pour les traitements de troubles borderline, ont une espérance de vie meilleure que ceux qui sont dans des traitements dysfonctionnels. Parce qu'ils ont ce fantasme que le thérapeute va les sauver. C'est un fantasme qui tue les gens en réalité. Okay? Donc c'est ce genre de choses, on peut être très très explicite avec les patients. Comme les autres traitements, le GPM est manualisé. Alors c'est manualisé très simplement. C'est des livres qui ne sont pas gros, ils sont écrits dans un anglais que même les Français peuvent lire. Le contenu théorique, tu en doutes? Le contenu théorique, il tient sur 90 pages, 90 pages. Et il y a des vignettes cliniques qui permettent après de s'exercer. Donc, c'est pas du tout... c'est pas un de ces énormes livres qu'on reçoit puis qui trônent des années dans la bibliothèque et qu'on se dit un jour à la retraite, je le lirai. C'est vraiment facile à lire. Mais généralement, après, on a envie de le relire une deuxième fois parce qu'on se dit...
Peut-être que c'est un peu plus subtil que ce que j'avais compris la première fois. Et puis le deuxième livre, c'est un livre qui est paru quelques années plus tard, qui est autour de l'application du GPM, les différents contextes, les différentes professions, euh, la supervision. C'est vraiment comment on applique ces principes dans des situations réelles. Euh, les, les- les- les gens qui s'occupent de santé scolaire, il y a vraiment un chapitre sur plein de sujets. J'en profite pour faire du placement de produits. Euh, Si vous voulez savoir les connaissances de base qu'il faut c'est vraiment pour les professionnels, le trouble borderline, il y a ce livre qu'on a écrit avec mes collègues à Lausanne. C'est en fait les autorités, chaque chapitre est écrit par vraiment les personnes qui font autorité, c'est-à-dire beaucoup d'Américains, mais c'est traduit en français. Et puis le livre de mon collègue, entre autres de mon collègue Nader Perrou, le manuel du borderline, qui à l'inverse est écrit pour les patients. Donc il écrit dans un langage tout à fait accessible, que les patients apprécient, qui n'est pas ésotérique. Bon, alors à quoi ça sert de faire du GPM? Ben, d'abord, c'est pragmatique. C'est vraiment un traitement qui vise à augmenter l'efficacité des soins qu'on propose aux patients borderline. C'est un modèle qui peut être. Il n'est pas simple, c'est un mensonge de dire qu'il est simple, mais dans une première approche, il peut être simple. C'est vraiment un peu comme une spirale, hein, où on repasse tout le temps, mais de toutes les formations, c'est comme ça. Hein, à chaque tour, on découvre des nuances qu'on n'avait pas compris avant. Mais ça peut être transmis de manière simple. Vous avez vu que les 6 principes, ils n'ont rien d'ésotérique. Et ça veut dire que ça peut aider des débutants dans le domaine des soins en santé mentale, mais comme c'est des principes, ça peut aussi permettre à des gens qui sont des psychothérapeutes de faire des psychothérapies pour le trouble borderline, c'est-à-dire d'intégrer les besoins spécifiques de ces patients-là, mais tout en faisant fonctionner leur bagage de psychothérapeute. Donc je ne crois pas que le DPM rend les gens psychothérapeutes, mais peut transformer les psychothérapeutes en psychothérapeutes pour patients borderline. Euh, il y a un avantage dans les institutions qui est énorme, c'est que tout le monde s'entend sur les termes du GPM. Donc c'est vraiment quelque chose qui permet, c'est probablement une des raisons pour lesquelles ça prend bien en Suisse, parce qu'en Suisse, il y a plusieurs modèles. Dans tous les endroits, on pense de plusieurs manières. Donc le GPM pense bien parce que c'est un peu dans notre tradition. Mais ça permet vraiment une bonne collaboration entre des gens qui ont des modèles qui, ben, vous avez vu, ne sont pas compatibles sur tous les points. Euh, et puis, ce n'est pas spécifique à une corporation, et ça, c'est vraiment utile. Donc, ça sert à ça. Donc, je vais vous parler un peu de la capacité d'adaptation du GPM et puis, si vous êtes d'accord, un peu de partager l'expérience de l'implantation du GPM dans une ville comme Genève. C'est en fait une expérience de 4 ans. Hein. C'est pas que ça fait 20 ans qu'on fait ça. Hein. Donc, l'idée, c'est de montrer que ce n'est pas si compliqué que ça. Euh, Avant ça, je veux vous dire qu'il y a eu des adaptations du GPM. Euh, Ce qui est assez normal. Hein. Donc, il y a une adaptation de GPM pour adolescents, une adaptation pour les personnalités narcissiques, pour les abus de substances, pour les troubles alimentaires. Puis à Genève, j'ai développé une adaptation pour les patients qui ont troubles à personnalité borderline et trauma, puisqu'au fond, c'est quand même une bonne partie de nos patients. Il y a aussi des adaptations pour au fond, envelopper les contenus du GPM dans des interventions courtes. Et vous verrez que je vous parlerai d'une intervention qu'on est en train de mettre en place à Genève, qui dure 3 mois. Et puis, une autre chose qui est importante, c'est que ça va bien avec cette idée qu'il n'y a pas un traitement universel. Il n'y a pas un traitement qui est mieux que les autres et il suffirait de faire ce traitement à tout le monde et tout irait bien. Donc, il y a vraiment l'idée que les patients différents ont des besoins différents. Euh, et aussi qu'une même personne peut avoir des besoins différents à différents moments de sa vie. Okay. Donc l'idée des traitements par palier, c'est que c'est très raisonnable de se dire que le premier traitement, la première approche qu'on va proposer à quelqu'un, c'est la plus simple et la moins chère. Ça, c'est nos administrateurs aiment bien penser comme ça, mais au fond, c'est raisonnable. Que c'est
ces traitements dont vous entendrez encore parler, hein, c'est quand même des investissements en ressources énormes. Et ça a du sens d'investir ces ressources chez les gens qui en bénéficient vraiment. Euh, donc le DPM va très bien dans l'idée que c'est un bon premier modèle pour approcher des patients, particulièrement des jeunes patients. Et puis si le traitement ne suffit pas et qu'on voit que ça ne marche pas, à ce moment-là, on peut passer à une de ces thérapies evidence-based. Et il y a des patients qui, quoi qu'on fasse, ne s'améliorent pas. Et à ce moment-là, plutôt qu'augmenter les ressources de soins, on va les rediminuer et revenir à un format plus simple de case management, si vous voulez, parce que c'est des patients qui ne profitent pas. Donc, ils vont tout aussi bien avec du case management qu'avec une psychothérapie à 42 séances par semaine. Donc, pourquoi leur donner trop? OK? Et quand vous essayez ça en clinique, vous voyez qu'il y a pas mal de patients qui s'améliorent quand on simplifie leurs soins. C'est assez troublant, hein, mais on se sent toujours un peu coupable quand on baisse l'intensité des soins, mais il y a des gens qui en profitent vraiment. Bon voilà, puis vous avez compris que c'est un modèle qui est très intégré et qui aide les gens à intégrer leurs pratiques aussi avec leurs collègues. Alors, qu'est-ce qu'on a fait à Genève? La première chose à faire, c'est qu'on a formé des formateurs. Donc, je ne suis plus la seule personne qui est formateur à Genève. Il y a 3 de mes plus jeunes collègues. Et ça, c'est quand même, si on veut que les systèmes soient pérennes, c'est ce qu'il faut faire. Ensuite, on a mis en place des formations théoriques qui actuellement auront lieu 2 fois par année, mais on a déjà eu un certain nombre de sessions. D'abord ciblées sur des équipes spécifiques qui reçoivent des patients borderline, puis progressivement élargies. Et maintenant qu'on est en train d'élargir, on a offert 30 places de formation lundi, et puis lundi après-midi, déjà c'était à moitié prix. Donc on voit que au fond, c'est un modèle qui suscite l'intérêt en dehors des lieux traditionnels de soins du trouble borderline. On a mis en place des supervisions dans un centre de crise, c'est des lits psychiatriques qui sont à l'hôpital général. On a mis en place des supervisions, il y a 3 polycliniques, un peu comme des secteurs, c'est organisé sur le mode des secteurs à Genève, avec 3 lieux de consultation ambulatoire. Dans chaque lieu, il y a un petit groupe de gens qui s'intéressent particulièrement au trouble borderline et qui se réunit régulièrement pour une supervision. On a aussi fait un petit groupe de travail dans un des CAPI, donc une de ces consultations qui s'intéresse plus particulièrement aux patients migrants, où on met en place une supervision autour d'un GPM trauma. Et puis un programme qu'on est en train de créer qui résulte au fond de l'expérience d'une année que j'ai eue à l'hôpital où ma mission était au fond de gérer ces patients intenables à l'hôpital. Je les ai sortis de l'hôpital parce qu'ils n'avaient rien à y faire. Donc le problème. Et aucun de ces patients qu'on a sortis, même quand c'était des sorties assez dramatiques, aucun patient n'a posé de problème. Donc ça, c'est cette peur, si je la sors, elle va se suicider. Ça ne tient pas à l'expérience clinique. Si vous faites les choses correctement, bien évidemment, ça ne suffit pas de les sortir de l'hôpital, il faut leur proposer des soins ambulatoires. Hein. C'est que la moitié de les sortir. Donc, on a mis en place un programme qui est en train de démarrer et qui s'appelle PEPIT. PEPIT, ça veut dire psychoéducation et psychothérapie intégrée pour le trouble de la régulation émotionnelle. Donc, c'est un peu annonçable, mais PEPIT, c'est très joli. Donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Parce qu'au fond, d'appeler les borderline troubles de la régulation émotionnelle, ce n'est pas compatible avec le GPM en principe. Mais c'était trop joli, je n'ai pas pu résister. Donc, on se base sur le GPM spécial adolescent et sur le modèle GPM d'intervention en 10 séances. Donc, il y a 3 piliers qui sont tous GPM qui peuvent nous aider. C'est fondé sur l'idée que ça a du sens de proposer, comme vous avez vu, un des problèmes de la faible disponibilité des soins, c'est les listes d'attente. À 30 ans, d'attendre une année un traitement, ça se discute, mais à 18 ans, c'est inacceptable. D'autant plus que le trouble est en train de se développer. Et ils sont en train de saboter leur formation. Donc,
on a développé ce traitement pour que ces jeunes patients-là puissent être vus le plus vite possible, au prix d'avoir des interventions qui sont courtes. C'est-à-dire que si on veut en voir beaucoup, on ne peut pas les voir trop longtemps. Donc, ça sera un traitement qui va... C'est des traitements qui durent 3 mois, où on se focalise beaucoup sur les éléments réels de la vie du patient. Et pendant ces 3 mois, ils auront aussi des groupes de psychoéducation qu'on a décidé de doubler, à faire 2 fois par semaine, en 12 séances 2 fois par semaine, ce qui est un moyen de ne pas ouvrir tous les X temps. On ne veut pas que tous les 3 mois il y ait des places puis que les patients puissent venir. On peut pouvoir les prendre en continu quand ils en ont besoin. Et du coup, le groupe de psychoéducation est plus court que le traitement lui-même. Donc, c'est en train de démarrer. J'ai aucun résultat à vous donner. On est en train de modifier un peu les règles. Mais mon vœu, ce que j'aimerais, c'est de pouvoir éventuellement démontrer 2 choses. La première, c'est qu'un certain nombre de ces patients pourraient sortir de la psychiatrie après des interventions brèves. Peut-être je rêve, peut-être pas, j'en sais rien. Mais que certains nombres de patients pas trop dysfonctionnels, peut-être ont juste besoin, quelque part, qu'on les aide à voir la vie comme quelque chose de maturant plutôt que comme quelque chose de destructeur. Dans les grandes lignes. J'aime bien cette formulation. C'est la première fois que je le fais comme ça. Mais on peut considérer que les patients borderline, c'est des gens qui font répétitivement des expériences négatives qui deviennent des habitudes et qui n'ont pas moins la possibilité d'apprendre de la vie dans le sens de maturer, des expériences maturantes. Et que, éventuellement, si on les aide à repérer les mauvaises relations et ce genre de choses, on pourrait les aider à rentrer dans une vie qui les amène à que la vie devienne une psychothérapie, ce qu'on souhaiterait à tout le monde. Je ne sais pas si on va arriver à ça ou si je délire, mais c'est certain qu'une autre partie, une partie importante des patients qu'on voit dans ce programme, ils vont continuer avec d'autres soins. Et à ce moment-là, notre ambition, ça serait que on prépare les autres soins et qu'ils profitent plus des traitements ultérieurs. J'ai aucune idée si c'est vrai, je ne peux pas vous le démontrer, mais c'est ce qui fait que j'arrive à me réveiller tous les matins. Voilà, je vous remercie de ne pas m'avoir abandonné. J'arrive enfin à la fin.